Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on discute ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Aujourd'hui, on ouvre ce dossier de la féroce bataille pour Paris. Les candidats à la succession d'Anne Hidalgo déclinent chacun leur programme et se positionnent en face des électeurs parisiens. Depuis quelques semaines, c'est le logement qui est au centre des discussions avec des propositions radicalement différentes selon les candidats à la mairie de Paris. On va essayer de vous en donner un panorama le plus juste possible, on le décrypte ensemble avec nos invités. En culture, un trésor oublié, celui du règne de Louis XIV, les tapis monumentaux de la Savonnerie qui paraît autrefois la grande galerie du Palais du Louvre. Ils sont exposés en ce moment au Grand Palais. C'est absolument inédit. Le Figaro Histoire nous raconte enfin la crise du 6 février 1934, crispation parlementaire après l'affaire Stavinsky. Ça sera en fin d'émission avec Luc-Antoine Lenoir. Le logement est sans surprise dans le top 3 des priorités des Parisiens, derrière la sécurité et souvent à égalité avec la propreté de la ville. Un enjeu structurant donc, dont se saisissent les candidats en revendiquant des positions affirmées et radicalement différentes. C'est de ces différentes visions de Paris qu'on va discuter ensemble avec nos invités autour de la table. Brice Sokol, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste des territoires. Paul Séville, rédacteur en chef de l'Observatoire Hexagone, également avec nous. Alain Gollon, membre du bureau national de la CNL, c'est la Confédération nationale du logement. C'est vrai qu'on l'a vu depuis quelques semaines, ça s'est encore intensifié pendant le week-end. Le logement s'invite comme une thématique absolument incontournable de ce scrutin municipal à Paris. Est-ce que c'est avant tout dû à la structure immobilière toute particulière de la capitale ? On commence par moi. Allez, on y va. Le logement s'impose progressivement dans tous les débats de campagne, à l'aune des municipales. Ce n'est pas spécifique à Paris, dans toutes les grandes métropoles de France. Nous, dans les différents items qu'on avait identifiés avec Frédéric Dabi, évidemment, vous aviez tout ce qui était service public santé, sécurité, cadre de vie. Dans le cadre de vie, on met évidemment la propreté, l'environnement, etc. Et le logement apparaît comme un thème caché. Apparaissait comme un thème caché, mais un thème omniprésent. Parce que le logement, c'est le rapport à la famille, c'est le rapport au travail, c'est le rapport à la cité, c'est le rapport à la mobilité. Et Paris, évidemment, est particulièrement impacté par cette thématique du logement. Le logement est un fait politique central pour cette élection à la mairie de Paris. Et on l'a vu avec des propositions radicalement différentes qui collent évidemment aussi à certaines lignes idéologiques et au positionnement des partis eux-mêmes. J'aimerais qu'on parle des problématiques réelles en matière de logement pour Paris avec ce panorama qui est quand même intéressant sur déjà ce marché locatif qui est un marché locatif ultra tendu avec un taux de vacances entre 1 et 2% seulement. En fait, il n'y a pas de taux de vacances effectivement dans les faits. 270 000 logements sociaux, ça paraît beaucoup mais c'est moins que l'état de la demande aujourd'hui, un prix au mètre carré toujours le plus élevé de France, entre 9 000 et 10 000 du mètre, et des fractures sociales et spatiales qui sont très importantes. On a un marché particulièrement en tension. Comme l'a dit mon voisin de droite, Paris est une grande métropole, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Lyon. Donc effectivement, tous les problèmes sont accentués. Tous les problèmes sont multipliés par 10 et il est bien évident que les problèmes que tout le monde rencontre dans chaque département de France, Paris paraît être un cas particulier alors que c'est exactement les mêmes problèmes. Mais les curseurs sont quand même nettement plus poussés, bien entendu, puisque en plus c'est la capitale, c'est un département, donc il y a une attractivité. Paradoxalement, il y a une attractivité touristique, une attractivité symbolique, mais paradoxalement, il y a un solde migratoire qui est négatif, puisqu'il y a à peu près 14 000 personnes en moins par an qui quittent Paris. Reprochent tous les candidats à Anne Hidalgo. Suivant les candidats, c'est en soit parce que Paris manque d'attractivité, parce que Paris est sale, parce qu'il y a trop de rats, ou alors parce qu'effectivement, il manque trop de logements, notamment. Moi, à la CNL, on pense plutôt qu'il n'y a pas assez de logements pour pouvoir loger l'ensemble des classes sociales et l'ensemble de la population qui voudrait effectivement habiter déjà dans l'Île-de-France, mais à Paris plus particulièrement.
Et on se rend compte que ça concerne tous les électeurs, alors sur des verticales différentes. Pour certains, c'est la question du logement social qui est première. Pour d'autres, c'est la question du plafonnement des loyers. Pour d'autres, c'est ce qu'on va effectivement faire de la taxe foncière ou non. Pour d'autres, c'est la construction de logements. On se rend compte que finalement, on est tous concernés et on est tous intéressés d'une manière ou d'une autre par cette problématique du logement. Absolument, et je pense que c'est là encore très spécifique à Paris, puisqu'il y a une population qui est très diverse. Avec une fragmentation sociale très forte aussi, oui. Et le logement est aussi un sujet très émotionnel. À Paris, on ne se loge pas n'importe comment, on va dans certains quartiers puisqu'on recherche certaines caractéristiques pour sa vie. Si on habite dans le 16e arrondissement, c'est pour des raisons très fortes. La même chose dans le 11e, etc. Donc en plus, le choix de se loger à Paris... Décrit une appartenance ? Oui, exactement. Ça décrit une appartenance et ça décrit aussi des besoins. Selon si on est une famille, si on est un jeune... Et aussi, évidemment, des questions sociales. Donc, est-ce que, si on cherche un logement social, mais est-ce qu'on veut vivre dans ce qu'on estime être un ghetto, etc. Donc, tout ça devient très, très émotionnel et presque, comment dire, c'est une question de survie, entre guillemets, puisque pour vivre à Paris et travailler, le logement... déjà y habiter, bien sûr, est une condition première. Et d'ailleurs, on l'a vu, de nombreux candidats l'ont rappelé. C'est aussi une manière derrière de résoudre des problèmes de pénurie dans certaines professions, pénurie de main-d'œuvre, puisque cette attractivité des métiers est corrélée à une capacité à vivre ou non à proximité de son lieu de travail. J'aimerais qu'on parle des programmes des différents candidats à la mairie de Paris. On va commencer par celle qui est peut-être socialement la plus ambitieuse, celle de Sophia Chikirou pour la France Insoumise. Elle propose de faire du logement social une priorité absolue. Si on décrypte un peu, Brice Sokol, son programme, comment est-ce qu'on pourrait le synthétiser ? Il va encore plus loin que celui d'Anne Hidalgo en matière de logement social. Enfin, la mairie de Paris sortante a fait énormément sur le logement social. Je crois que par an, c'est à peu près 500 millions d'euros investis dans le logement social. Madame Chikirou va encore aller plus loin. Il y a une réalité à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une spirale de l'exclusion résidentielle. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous appelez l'exclusion résidentielle ? Les étudiants, les jeunes actifs, les familles monoparentales, les personnes âgées ayant des petites retraites, oui. Par exemple. Et aujourd'hui, les classes moyennes. Vous savez pourquoi on s'intéresse au logement ? Parce qu'il impacte aujourd'hui les classes moyennes. Quand la pénurie de logement impacte des gens à revenus sociaux faibles, on s'y intéresse moins. Aujourd'hui, ça devient un enjeu électoral parce qu'une partie de la classe moyenne parisienne est également touchée. Est touchée. Ça, c'est une réalité. Et donc, il y a des programmes, on le voit bien avec Mme Chikirou, on va le voir... Elle veut aller très loin sur la question du logement social. Encore plus loin que le candidat socialiste sortant de la mairie de Paris, puisqu'il a été premier adjoint d'Anne Hidalgo et qu'il a assumé pleinement cette politique du logement social. La question, c'est que le logement ne se réduit pas qu'au logement social. C'est voir qu'un aspect du problème. Il y a évidemment tous ces logements inoccupés. Elle propose également une baisse des loyers et un état d'urgence logement, notamment pour les personnes les plus à risque et ceux qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, mais il y a aussi, je vous le disais, toutes ces classes moyennes qui ne se peuvent pas loger, ces classes de travailleurs. Vous en parliez tout à l'heure. Oui, c'est pas ce qu'elle vise dans son programme. C'est pas ce qu'elle vise. Elle vise les plus faibles. Ceux qui sont les plus démunis, c'est une partie de son électorat. C'est une partie de son électorat. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas résumer la question du logement qu'à la question du logement social. On va quand même faire un point sur le logement social. Avant, on écoute Sophia Chikirou, candidate pour Paris pour la France Insoumise. C'était le 27 janvier. Il n'y a pas de crise de logement à Paris ni en France. Il n'y a pas de crise de logement, c'est un système organisé, sciemment. C'est un système qui est organisé. Et ce système a des fondements qu'il faut bien maîtriser pour comprendre comment les combattre, ces fondements. Le premier but de ce système, c'est créer la pénurie de logements. On crée de la pénurie pour faire monter les prix, ça s'appelle les spéculateurs. Et ces spéculateurs-là agissent à Paris et dans le reste de la France, dans de nombreuses villes, et ils agissent librement, sans frein, parfois soutenus par l'État et les lois macronistes, et puis surtout avec des maires qui laissent faire. Parce qu'en réalité, les politiques publiques menées à Paris depuis 25 ans ont été complices et sont toujours complices des spéculateurs.
Elle parle de ces spéculateurs, ceux qui auraient finalement créé une pénurie de logements pour qu'on arrive à ces prix. Alors, on va parler de manière très franche de ces prix. C'est vrai que les prix à Paris sont élevés. On est repassé sous la barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré, en tout cas dans certains arrondissements. La moyenne s'est un tout petit peu abaissée. En revanche, pour ce qui est de l'offre de logement social, est-ce qu'on peut parler de la réalité et des chiffres ? Alors, nous, à la CNL, on n'a pas vocation, effectivement, à prendre parti pour tel ou tel programme. Par contre, à contrario, nous avons quand même des revendications qui peuvent être éventuellement reprises et nous le souhaitons par l'ensemble des candidats. Oui. Il y a une réalité sur Paris. Il y a 300 000 demandeurs de logements sociaux. Oui. 65% de ces demandeurs de logements sociaux sont des gens qui ont des ressources faibles, donc qui peuvent prétendre à un logement social ou très social. Or, ce n'est pas la majorité des logements qui sont construits dans Paris. Donc déjà, au lieu de faire un choc de l'offre, il faudra peut-être respecter la demande, ou en tout cas prendre en compte la demande réelle des Parisiens qui souhaitent effectivement se loger sur la ville. Ensuite, il y a cette question des résidences secondaires ou des logements vacants qui a été au centre des politiques de la mandature actuelle. Est-ce qu'on les préempte ? Est-ce qu'on ne les préempte pas ? Est-ce qu'on les préempte ? On ne les préempte pas. Il y a une réalité. Il y a le gouvernement qui a, dans la loi de finances 2026, qui a permis à ce que les taxes sur les logements vacants reviennent aux communes. Oui. Il faudrait peut-être augmenter ces taxes pour éviter que des résidences secondaires ou des logements vacants se pérennisent dans la ville, ce qui permettrait de pouvoir loger une très grande partie de ceux qui sont en demande de logement social. Donc de récupérer un certain nombre de recettes de ces logements pour recréer derrière du logement social. Mais non seulement récupérer ces recettes, mais l'objectif, c'est pas de récupérer des recettes en soi. L'objectif, c'est surtout de remettre ces logements dans le circuit et dans le parc qui permettrait de loger des gens. Pour éviter ce taux de vacances extrêmement faible. Pour éviter ce taux de vacances, évidemment. Exactement. J'aimerais qu'on parle du candidat Emmanuel Grégoire, qui se montre plus mesuré. Alors, il souhaite maintenir la production de logements sociaux, poursuivre avec l'encadrement des loyers, mobiliser les logements vacants, renforcer l'hébergement d'urgence. Est-ce qu'on peut dire, sans trop prendre de risques, qu'en fait, il s'inscrit quand même dans la politique qu'avait menée Anne Hidalgo en matière de logement ? Oui, absolument. Je vois pas de grande différence. Non, pas de grande différence, et c'est somme toute assez logique, puisque la politique de logement, alors elle est très critiquée d'un côté, mais aussi elle a été soutenue très largement, et c'est un des points du bilan d'Anne Hidalgo qui est souvent cité comme un exemple positif, ne serait-ce que parce que le taux de logements sociaux a progressé sous sa mandature. On est presque à 25%, il me semble, on n'est pas très très loin du seuil de la loi. Dans certains quartiers, c'est même plus que ça. Oui. Donc ça a quand même plutôt bien fonctionné, mais c'est vrai que je pense que s'il propose la même chose qu'avant, c'est aussi parce que les leviers ne sont pas si nombreux que ça à Paris. Alors, il y a déjà l'encadrement des loyers, on en reparlera peut-être, les logements sociaux déjà existants. Ça fait quand même partie des points noirs. Il y a énormément de propriétaires qui dénoncent cet encadrement des loyers et qui disent qu'ils se sont typiquement tournés vers des solutions, par exemple de location Airbnb, pour ne pas les citer, parce que l'encadrement des loyers ne leur permettait pas de rembourser leurs prêts et tout simplement d'être des propriétaires sereins. Absolument, donc là on voit bien tous les mécanismes un peu compliqués qui se mettent en place autour du logement, et ce qui est intéressant de voir, et on reparlera aussi des propositions je pense de Rachida Dati, mais c'est qu'elle ne s'oppose plus totalement à cet encadrement, donc malgré tout ça pose des problèmes, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement populaire, ça a quand même réduit un petit peu la hausse des loyers, mais voilà, ça crée évidemment de gros problèmes. D'autres tensions du côté des propriétaires. Voilà, exactement. Brice Sokol, et on le sait, Emmanuel Grégoire, il est soutenu par les écologistes et les communistes. Il a notamment un soutien légitime sur le sujet du logement. C'est Yann Brossat, sénateur PCF de Paris. On l'écoute et je vous fais réagir dans la foulée. Derrière ces deux candidats, il y a deux visions de Paris. Soit on dit qu'il doit y avoir, dans les années qui viennent, davantage de logements sociaux pour loger des infirmières, des assistantes maternelles, des auxiliaires de puériculture, des policiers, des enseignants, des caissières. C'est ce que nous défendons. Madame Dati défend l'inverse, elle dit qu'elle veut arrêter le logement social. Soit nous avons une majorité avec Emmanuel Grégoire qui continue à encadrer les loyers pour éviter que les loyers ne soient trop chers. Soit on met un terme à l'encadrement des loyers, on dérégule tout. C'est ce que propose Madame Dati.
ces métiers en tension qu'il faut loger pour recréer de l'attractivité à Paris. Quand on écoute les propositions sur le papier d'Emmanuel Grégoire, défendu par Yann Brossas, ça a du sens. Comment est-ce qu'on finance tout ça ? Ça coûte très cher, non ? C'est un sujet financier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La mairie de Paris dépense 480 millions d'euros. Ça participe de cette dette absolument astronomique que laisse Anne Hidalgo. 11 milliards de dettes. Quand je relis le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est sorti au mois d'octobre dernier, c'est 11 milliards de dettes. Donc le sujet, il est quand même financier. C'est-à-dire que comment ils vont continuer, si vous voulez, à préempter des immeubles pour les transformer en logements sociaux, sachant que le sujet numéro un auquel sont confrontés les Parisiens, c'est la dette. Donc il y a un moment, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas toujours opposer dans ce pays, on peut avoir toujours une vision dichotomique des choses. Les propriétaires sont des méchants, les locataires sont des gentils. Je pense que la politique, on ne doit pas faire de la politique de manière aussi simpliste. Je pense qu'il y a d'autres capitales européennes qui ont évidemment fait de l'encadrement des loyers, mais qui ont aussi fait, comme le proposent peut-être d'autres candidats, de l'incitation fiscale à la rénovation. Notamment, 30% du logement locatif aujourd'hui à Paris, ce sont des passoires thermiques. Donc inciter les gens à restaurer leur appartement, les aider financièrement, l'État peut les accompagner, la région peut les accompagner, d'autres collectivités peuvent mettre au pot dans une région, une ville capitale, pour qu'on puisse aider ces propriétaires à rénover leur appartement et qu'ils puissent en contrepartie les mettre sur le marché locatif. Donc il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions et plusieurs propositions. On va parler de Sarah Knafo, elle qui propose un moratoire sur les logements sociaux, plus une seule construction de logement social pendant son mandat. Avec ses économies, en partie, elle dit pouvoir compenser la dette de la mairie de Paris. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. Mais alors là, c'est même une vision idéologique. C'est-à-dire qu'on considère le logement social comme un logement illégal ou un logement qui ne devrait pas exister, en tout cas selon sa vision. Alors bien entendu, pour le coup, ce n'est pas la vision de la CNL. Nous ne sommes pas pour la destruction du logement social, bien au contraire, nous sommes pour le développement. Elle considère qu'il y en a assez, c'est en relisant. Il n'y en a jamais assez, comme je vous l'ai dit, 300 000 demandeurs de logements sociaux, il faut bien les loger quelque part. Et ça vaut que pour Paris. Après, je vais compter sur l'ensemble de la France, mais il faut bien les loger quelque part. Le logement social, c'est un amortisseur social. Surtout dans la période actuelle, c'est un excellent amortisseur social. Je voudrais aussi ajouter une chose pour laquelle nous combattons fermement, mais même si ce n'était pas précisé là, mais pour le coup, la CNL, on a aussi cette liberté de parole. Il est bien évident que ça concerne l'ensemble des demandeurs de logements sociaux. On ne fait pas de différence, que ce soit le travail, que ce soit le genre, quelle que soit la nationalité, on ne fait pas de différence. Bien entendu que tout le monde ne peut accéder au logement social, bien entendu. Elle propose également la fin des écoquartiers, la fin de l'encadrement des loyers, plus de rotation dans le parc social, les expulsions facilitées. On peut dire, sans trop se tromper encore une fois, qu'elle détricote la politique qui a été menée par Anne Hidalgo sur cette question du logement social. On a un peu les deux extrêmes. D'un côté, Mme Chirikou qui veut mettre du logement social partout dans Paris, et puis Sarah Knafo qui n'en veut plus du tout. Ces deux programmes de rupture. Donc, deux programmes, en tout cas sur le logement de rupture, contradictoires. Oui. Je pense que peut-être que la vérité doit se trouver au milieu. On écoute Sarah Knafo rapidement et je vous fais réagir dans la foulée. Elle parle de ces logements qui ne trouvent pas de locataires à cause de cette politique d'encadrement des loyers. Paris a perdu 50 000 logements à louer depuis la mise en place de l'encadrement des loyers. Cette mesure, purement idéologique, a eu l'effet inverse de celui recherché. Moins de logements disponibles à cause de la pénurie, donc des loyers qui ne baissent pas. Je supprimerai l'encadrement des loyers. Quand une mesure produit l'effet inverse de celui qu'on avait recherché, on la supprime. Ça n'est pas du libéralisme, c'est de l'économie. Leçon d'économie. Et puis derrière, j'aimerais quand même qu'on parle d'un autre sujet qui est très intéressant. On reproche d'ailleurs souvent à Rachida Dati d'être naturellement attiré par Sarah Knafo et d'aller chercher une coalition au second tour. Pourtant, quand on regarde les propositions de Rachida Dati sur la question du logement, elles sont assez différentes de celles de Sarah Knafo. Plutôt que de construire du logement social, elle propose de se réintéresser à ce parc de logement social qu'on a un petit peu mal aimé, qu'on a laissé se dévaloriser, de le rénover, donc de réviser les critères d'attribution pour favoriser les travailleurs parisiens. C'est d'ailleurs pas la seule à le proposer. Je crois que Yann Brossas
Je crois que Pierre-Yves Bournazel demande la même chose. Elle veut que le logement social soit un outil de mixité sociale. J'avoue que j'ai du mal à véritablement cerner la ligne directrice, la colonne vertébrale de son programme sur le logement. Vous disiez tout à l'heure qu'elle semblait avoir un peu revu sa copie, c'est-à-dire elle ne détricotera pas tout ce qu'a fait Anne Hidalgo. On est un petit peu dans une réflexion au coup par coup. Oui, elle a un petit peu changé de braquet, parce qu'avant elle était très opposée, par exemple, à l'encadrement des loyers. Là, c'est un petit peu changé, mais c'est normal. Je pense que l'objectif, et d'ailleurs l'électorat entre Sarah Knafo et Rachida Dati est assez proche. L'objectif de ces personnes-là, de ces électeurs, est relativement similaire. C'est-à-dire que effectivement, le logement social permet un accès au logement aux catégories populaires, mais certains ne veulent tout simplement pas vivre en logement social. Et c'est pour des raisons pas forcément idéologiques par ailleurs, c'est juste parce que c'est dans des quartiers dans lesquels ils ne veulent pas vivre. C'est un peu ce que je disais au départ. Et c'est vrai que Sarah Knafo et Rachida Dati ont deux différentes approches. Rachida Dati vue comme une des favorites pour l'emporter. Et donc c'est normal que par rapport à Sarah Knafo, elle n'ait pas tout à fait les mêmes propositions. Oui, elle dit quelque chose qui est très clair. Elle dit on a atteint les 25% de logements sociaux dans la capitale, nous n'allons pas aller au-delà. Ça, c'est le premier point. Malgré les déséquilibres entre les différents arrondissements. Deuxièmement, elle dit moi, je donne priorité aussi à la rénovation. Je pense que l'aide à la rénovation peut être un outil pour récupérer un certain nombre de logements. Et puis elle souligne une réalité, c'est qu'en fait, dans le logement social, le taux de rotation est très très faible. Dans le parc social parisien, c'est moins de 5%. Donc il y a peut-être aussi une réflexion à avoir avec les bailleurs sociaux sur cette rotation et sur le parcours résidentiel des résidents du logement social, qui pourrait à terme aussi dégager quelques places. Alain Gollon, est-ce que c'est une bonne idée de se soucier de l'état du parc Bien de entendu. logements sociaux et de le rénover? Il ne faut surtout pas l'opposer à la construction de logements sociaux ou au reste des problématiques. On peut avoir une politique de création de logements sociaux tout en rénovant ce parc. Mais le fait de proposer une rénovation et de s'y pencher sérieusement, de se dire il faut qu'on travaille sur ce parc existant, c'est une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire qu'à Paris, on ne s'y est pas penché, comme dans les autres départements. C'est-à-dire que c'est un domaine sur lequel il faut effectivement mettre les moyens. Mais là, j'oserais dire, ce n'est même plus au niveau de la ville qu'il faut peut-être réfléchir, c'est peut-être au niveau de l'État, et que l'État a peut-être son rôle à jouer de coordinateur, de financeur public de l'ensemble de la rénovation à travers que ce soit l'ANA ou d'autres systèmes. Un maire seul ne peut pas y arriver? Mais les deux, alors, que ça soit en plus Paris a l'inconvénient d'être aussi un département et que les dotations pour les départements sont très particulières et que les dotations sont loin d'être les plus grandes et les reversements de l'État. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être, si l'État si la ville ou le département n'est pas en état de faire le travail, que l'État fasse le travail à travers un grand service public, bien entendu. Bien sûr, mais c'est une réflexion extrêmement importante. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit aborder la thématique du logement parisienne qu'à travers Paris ? Je veux dire, et non pas à travers l'Île-de-France. Il y a peut-être une réflexion à avoir avec, évidemment, la région, Valérie Pécresse, avec les départements, avec les EPT, avec les EPCI. C'est-à-dire que la réflexion du logement, c'est un peu comme la réflexion en termes de transport et de mobilité. On ne peut pas avoir qu'une vision purement parisienne. La majorité des gens qui viennent à Paris le matin, ils habitent en première, en deuxième, en troisième couronne. Également. Je pense que aussi parce que parfois ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parfois c'est un choix aussi de vouloir vivre plutôt en première ou deuxième couronne. Je caricaturais volontairement. Oui, non, bien sûr. Mais tout ça, ce n'est pas qu'une question parisienne. C'est une question qui doit être traitée à l'échelle de la région, premièrement. Et deuxièmement, c'est le logement, on ne peut pas le traiter de manière solitaire. Le logement, c'est aussi le commerce, c'est aussi les transports, c'est aussi l'aménagement. Il faut arrêter avec ces politiques sectorielles. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Le logement, avant, était sous-entendu dans toutes les politiques, publiques, territoriales. Mais on l'identifiait peut-être de manière moins Absolument. Donc, sectorielle. je pense qu'il faut sortir le logement de l'idéologie, rentrer dans l'ère du pragmatisme à l'échelle d'un territoire plus important que celui de Paris. On écoute Rachida Dati. Elle s'est exprimée sur le sujet le 1er février. Hier, donc. Je suis responsable, je suis maire d'arrondissement, j'ai une expérience, j'ai travaillé. Moi, je suis allée voir les bailleurs, je suis allée voir les locataires. Il y a des retraités. Les retraités ne travaillent plus. C'est en fonction de certaines situations. Mais il y a des critères. Par exemple, M. Béliard veut que les personnes sans papier soient éligibles au logement social. Moi, je n'y suis pas favorable. Voilà. Et donc, je ferai travailler, je rendrai éligible le critère du travail à Paris ou pour les Parisiens sera surpondéré. Et donc, ça sera une priorité. Je ferai le choix du travail pour le parc social.
priorité donnée aux travailleurs parisiens. Pierre-Yves Bournazel, lui, qui se distingue en très légère nuance. Il prône un logement social plus juste, en priorité également pour les travailleurs parisiens. Il pense lui aussi qu'il faut mieux exploiter le parc existant. Il dit pouvoir récupérer 60 000 logements, récupérer certains biens vacants, une politique un peu plus restrictive sur les Airbnb. Globalement, il n'y a pas une différence fondamentale entre le programme sur le logement de Rachida Dati et celui de Pierre-Yves Bournazel ? Non, mais c'est encore une fois cette même raison. Moi, je pense que c'est, et puis on l'a dit surtout, leur marge de manœuvre est assez faible. C'est assez mince, oui. Puisque Airbnb, les logements sociaux, etc., on l'a très bien dit, tout ça ne dépend pas seulement de la mairie de Paris. Et par ailleurs, c'est pas seulement ça, c'est aussi, je pense, dans l'opinion parisienne, il y a quand même cette idée que ça fonctionne, il y a une appétence pour cette politique interventionniste. Pas dans l'électorat évidemment à droite, mais quand même il y a une tangente, et je pense que Pierre-Yves Bournazel, il est sur cette tangente justement. On l'écoute, il était sur Radio J le 29 janvier. Je veux créer un choc d'offres. Je veux remettre 60 000 logements sur le marché sur la prochaine mandature, en faisant confiance aux propriétaires. Plutôt que de les pénaliser, plutôt que de les cibler, il faut leur faire confiance. Et je leur dis, si vous remettez votre bien sur le marché principal, alors je vous baisserai la taxe foncière et je vous ferai participer au PAC 100% garantie paiement des loyers. La ville interviendra pour sécuriser le paiement des loyers et on aura plus de logements sur le marché. Cela sera financé comment ? Par l'arrêt de la préemption, qui coûte très cher aujourd'hui. La préemption, ça coûte 250 millions d'euros par an. Je l'arrête parce que c'est inefficace et je préfère utiliser cet argent pour faire un PAC 100% garantie paiement des loyers, pour faire des nouveaux logements pour les jeunes actifs, les jeunes étudiants et les apprentis à Paris. Je préfère utiliser cet argent pour accélérer la rénovation thermique. Là, il chouchoute les propriétaires avec ce choc d'offres en leur promettant une baisse de la taxe foncière. C'est possible de récupérer 60 000 logements ? Tout est possible, mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas pour un choc d'offres. Choc d'offres, vous pensez qu'il faut d'abord s'intéresser à la demande ? C'est ça, il faut d'abord s'intéresser à la demande. Faire un choc d'offres, après on peut proposer toute l'offre qu'on veut. S'il n'y a personne pour y répondre, s'il n'y a personne pour pouvoir... Ça remettrait quand même un peu d'oxygène, non ? On voit que c'est un marché ultra tendu. On s'imagine que si l'offre augmente par... Mais ça va se... je vais prendre un autre exemple. L'exemple des travailleurs, justement, de vouloir prioriser les travailleurs dans l'accès au logement. On en revient au système des cotations qui existe plus ou moins dans différentes villes, c'est-à-dire de prioriser certaines catégories de personnes en fonction soit du handicap. Aller chercher certains métiers qui sont tellement en tension. Sauf qu'on en est arrivé à la cotation parce qu'il y a une pénurie de logements. On fait une cotation parce qu'il y a une pénurie de logements. S'il y avait suffisamment de logements, et de logements sociaux notamment, on n'aurait pas à se poser de question de qui on peut loger dans ces logements-là. Mais comme on n'a pas le choix. Oui, mais le choix, après, il y a une vision politique derrière. Et la vision politique, c'est peut-être d'abord de construire et de rénover du logement pour qu'il y ait suffisamment de... Si on construit effectivement ces logements, ça va quand même prendre un certain temps avant qu'ils soient effectivement habitables. À force d'attendre, oui, forcément. Est-ce que dans ce laps de temps, on peut imaginer prioriser les travailleurs parisiens, les métiers en tension dans le centre de Paris ? On pense aux métiers de la petite enfance, par exemple. Mais moi, je veux bien qu'on priorise, et je peux comprendre qu'on peut prioriser notamment les métiers sous tension, les infirmières, etc. Et moi qui suis du Val-de-Marne, on est deuxième plateau de soins de France, donc c'est une vraie problématique. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'on priorise sur d'autres priorités déjà. Bien sûr. La loi priorise, il y a déjà 11 priorités, que ce soit les DALO, que ce soit les handicapés, et donc on ne fait qu'amorcer simplement des dossiers, de les mettre au-dessus de la pile, au lieu de les laisser... de cotation. Voilà, mais s'il n'y a pas de logement derrière, ça ne marche pas. Très rapidement. Juste, il y a une autre proposition qui pourrait être faite, je ne l'ai pas encore entendue chez les candidats, il y a 21 millions de mètres carrés de bureaux dans Paris. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas en prendre une partie ? Alors je sais que c'est très difficile juridiquement de convertir du bureau en logement, ça peut se faire. Mais ce sont des espaces disponibles. Mais ce sont des espaces qui pourraient être disponibles. Et sous-alloués. Absolument. J'aimerais qu'on parle des propositions de Thierry Mariani qui se sont révélées beaucoup plus polémiques. Une plainte a d'ailleurs été déposée pour provocation à la discrimination au logement. Avec sa mesure de priorité nationale, il a persisté et signé sur Europe 1. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était le 31 janvier. On a un petit problème pour le lancer. On va discuter de cette proposition de Thierry Mariani qui, en gros, décide de préempter le logement social en fonction de la nationalité. Ça pose des questions tout simplement constitutionnelles. Ça pose des questions constitutionnelles et puis c'est...
Enfin, ce monsieur est anachronique. Enfin, c'est le Rassemblement national. C'est la politique d'il y a 50 ans des années 80. Voilà. Donc je pense que cette mesure n'est pas juridiquement sérieuse, n'est pas tant que politologue, vous trouvez politiquement acceptable. Voilà, j'allais dire le fait de ne pas reconnaître une erreur et derrière de continuer dans les médias. C'est un anachronisme, on va dire ça comme ça. Oui, complètement dépassé. Ça n'a pas de sens. Une réaction? Oui, alors je ne sais pas si c'est anachronique, mais en tout cas dans le cadre de l'élection municipale, c'est vrai que ça paraît un peu décalé. Décorrélé du reste des propositions des candidats. Alors autant l'électorat RN à Paris, il est quand même assez mince. On parle pas on est autour de 5% voilà, en ce moment exactement. Pour Thierry Mariani. Et à la présidentielle, c'est à peu près ça aussi. Et il est surtout disposé autour des boulevards des Maréchaux, là où il y a déjà un électorat qui est dans les logements sociaux. Et je pense que lui, il doit sentir ça, c'est-à-dire que c'est un électorat qui cohabite aussi avec une population d'origine immigrée. Et voilà, sans doute que ça, pour lui, c'est pour une histoire de faire résonner, sans doute, cette proposition avec des préoccupations de son électorat. Mais par ailleurs, en termes de pragmatisme, c'est vrai que c'est un petit peu éloigné des enjeux, surtout, je pense. Et ça complète ce que vous disiez tout à l'heure sur l'absence de sens d'une surtout s'il veut prioriser les travailleurs, il va falloir qu'il renvoie sa copie. On ne peut malheureusement pas l'écouter, mais ce que disait Thierry Mariani, c'était qu'il ne revenait pas sur ses propos et qu'il le voyait plutôt comme un motif de fierté que d'être pointé du doigt pour cette dite mesure. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous aider à mieux comprendre les positionnements de chacun des candidats sur cette problématique du logement. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. À Paris, la nef du Grand Palais va accueillir pendant 8 jours un trésor oublié du règne de Louis XIV, les tapis monumentaux de la Savonnerie dont Louis XIV avait passé commande en 1668 pour parer l'ancienne grande galerie du Palais du Louvre. Et on retrouve cette atmosphère absolument palatiale dans cette très belle nef du Grand Palais. On en parle avec vous, Antonin Massé de Lepinay. Vous êtes commissaire de cette exposition. Avant de parler de l'exposition unique elle-même, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans l'histoire et qu'on remonte au début du règne de Louis XIV. Versailles n'est alors pas le somptueux château qu'on connaît, il faut bien le dire. Le centre du pouvoir est où ? Est au Louvre, il est à Paris. C'est une volonté d'ailleurs de Colbert, le ministre de Louis XIV, de maintenir ce centre du pouvoir au Louvre. D'accord. Louis XIV est probablement déjà dégoûté de Paris puisqu'il y a eu la Fronde et il a déjà des vues sur le pavillon de chasse de son père Louis XIII. Versailles qui est alors ce fameux pavillon exactement, de chasse. Exactement. Mais Colbert veut absolument développer le côté palatial du Louvre pour retenir Louis XIV au centre de la capitale et au centre de ses sujets. Et il y avait un endroit tout indiqué, assez monumental, aujourd'hui disparu, qui reliait le palais des Tuileries, un lieu qu'on appelait la Grande Galerie. Est-ce qu'on peut dire que c'était une salle d'apparat ? Comment est-ce qu'on la qualifierait ? Alors c'est une galerie. La galerie, c'est vraiment une symbolique très importante dans les palais sous l'Ancien Régime. C'est vraiment le siège du pouvoir. C'est là où on montre la puissance du roi et on fait défiler les ambassadeurs qui viennent jusqu'à la salle du trône. C'est un outil de soft power. Tout à fait, exactement. Et cette salle d'apparat était, on peut le dire, un peu vide. Et il faut dire qu'elle était particulièrement gigantesque. 442 mètres de corridor. C'est 6 fois plus que l'actuelle Galerie des Glaces, devant laquelle on s'émerveille déjà de cette splendeur et de ce côté monumental. Il fallait l'habiller. Colbert, puissant ministre du roi, décide alors de lancer une commande de, tenez-vous bien, 92 tapis monumentaux. Ça lui vient comme ça? Alors ça lui vient pas comme ça. Il y avait déjà eu un premier essai finalement avec la galerie d'Apollon, qui était la petite galerie, qui permettait elle-même d'accéder à la grande galerie, et dans pour laquelle on avait commandé 13 tapis à la manufacture de la Savonnerie, 13 tapis tout à fait monumentaux eux aussi. Et ce galop d'essai a permis ensuite de voir que la Savonnerie était en capacité de tisser une commande exceptionnelle comme celle des 92 tapis de la grande galerie. On repasse donc commande auprès de la manufacture de la Savonnerie, cette fois-ci pour une commande encore plus prestigieuse et encore plus difficile à réaliser, 92 tapis. Donc est-ce qu'on sait ce qui est attendu d'un plan esthétique et est-ce qu'on connaît finalement un peu le carnet de commandes? On a une idée de ce qui a été demandé? Oui, alors on n'est pas complètement différent de l'iconographie, des compositions qui ont été faites pour la galerie d'Apollon. Il y a toujours
un système général qui est le même, c'est-à-dire des tapis qui sont disposés dans le sens de la largeur, qui ont un fond noir avec des rinceaux de couleur, et puis des compartiments, un grand compartiment central, des compartiments latéraux, et tout ça sous la direction de Charles Lebrun, qui était le premier peintre du roi, et c'est lui qui imagine tout ce programme iconographique et qui imagine le décor de ces tapis. Vous pensez qu'il a eu carte blanche ? Il a quasiment eu carte blanche, c'est-à-dire que évidemment Colbert était, je pense, un ministre très directif, mais on faisait confiance à Lebrun. C'était un génie. Déjà à son temps, on savait on avait peu de doute sur son talent. On avait peu de doute sur son talent, et donc il avait une imagination débordante, et il a créé des décors différents pour tous ces tapis. C'est ça, c'est que ce qui est assez extraordinaire, c'est que chaque tapis est une véritable œuvre d'art unique. Tous les tapis sont différents. Il y a quand même un style assez baroque qu'on retrouve, et puis cette volonté de refléter la puissance du royaume. Vous l'avez dit, c'est à dessein qu'ils sont créés. Et il a dessiné ces motifs foisonnants qu'on voit défiler, ces détails très raffinés. C'est vraiment une marque de fabrique de son travail. C'est une marque de fabrique de Lebrun. On reconnaît très bien ses dessins, son talent, et effectivement la volonté de mettre en valeur le pouvoir royal, la puissance de Louis XIV, à travers une iconographie très riche, à travers une alternance de tapis à paysage et à bas-relief, des bas-reliefs qui mettent en valeur principalement les vertus du roi, et les paysages qui montrent la diversité des paysages de la France. Il va falloir 20 ans à la manufacture pour achever ce chantier titanesque de 1668 à 1688. Est-ce qu'on peut parler de prouesse technique et artistique ? Alors complètement, on peut parler de prouesse technique et artistique. En plus, il n'y en a pas que 92 en réalité qui ont été tissés, il y en a 102. C'est pas vrai. Parce qu'au fur et à mesure du tissage, Louis XIV a fait des cadeaux diplomatiques. Et il a offert certains de ses tapis à des ambassadeurs. D'accord. Et donc on recommandait le même tapis à la manufacture pour que la commande reste complète en permanence. Donc il y en a eu 102 tissés. Donc c'était déjà titanesque au début, mais il rajoutait en permanence du travail à cette manufacture de la savonnerie. Et donc on avait fait faire des métiers à tisser spéciaux pour cette commande de 9 mètres de large, pour qu'il y ait un maximum de lissiers qui puissent travailler en même temps et faire avancer les tapis à une rapidité incroyable. Aujourd'hui, on serait incapable de travailler aussi vite. On est hyper admiratif du travail qui est réalisé à l'époque. C'est incroyable de s'imaginer ce carnet de commandes qui parvient à la manufacture et derrière tout ce travail qui s'enclenche. Est-ce qu'on peut dire que c'est les plus grands tapis qui étaient créés à l'époque ? Alors, il y a eu des tapis. Je pense que le tapis central de la Grande Galerie, comme le tapis central de la Galerie d'Apollon, étaient des tapis vraiment parmi les plus grands, en tout cas, créés à cette époque. Alors, le central de la Grande Galerie, c'est à peu près 9 mètres sur 9. Il était carré. Il était adjoint de 2 petits tapis également, donc c'était vraiment quelque chose de colossal. On mettait plusieurs années sans doute pour tisser un tapis comme celui-là. On sait en revanche que la commande, si elle a été effectivement menée à son terme, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé de l'installation des 10 tapis. Alors on sait qu'ils n'ont probablement jamais été installés dans la Grande Galerie. C'est terrible, pardon, mais moi ça me brise le cœur d'imaginer tout ce travail pour que finalement le projet ne soit pas mené comme tel. Oui, je pense que Colbert en a dû être assez triste, même si la commande a perduré, ce qui est déjà remarquable, et notamment aussi grâce à l'intervention de Louvois qui a succédé à Colbert. Mais effectivement, Louis XIV s'étant désintéressé du Louvre, il s'est installé à Versailles. Ces tapis n'ont jamais été installés au Louvre, dans la Grande Galerie, le lieu pour lequel ils étaient faits. Où est-ce qu'ils ont été installés ? Ils ont servi de manière indépendante les uns des autres dans de nombreux palais au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, au XXe siècle aussi, puisqu'ils ont servi encore jusqu'à certains très récemment, notamment dans le bureau des présidents de la Ve République. Je ne savais pas. De Charles de Gaulle jusqu'à François Hollande. Emmanuel Macron est le premier à ne pas marcher sur un de ces tapis de la Grande Galerie. Par choix ? Par choix, par goût, je pense aussi personnel. Mais on est très content que ces tapis soient préservés à présent maintenant dans les réserves du mobilier national et qu'ils puissent être nettoyés, restaurés, admirés du public. On précise qu'il faudra attendre le Premier Empire et la Restauration pour qu'une trentaine de tapis soient rachetés. C'est un travail de reconstitution qui va être mené pour essayer de retrouver cette magnifique collection. Oui, parce qu'effectivement, d'abord, il y a eu les cadeaux diplomatiques, il y a eu différents tapis qui Donc c'est des cadeaux qu'on a demandé à être... à reprendre ? Non, bien sûr que non. Non, mais parce que j'imagine la difficulté d'aller rechercher un cadeau qui a été offert. Non, ça évidemment, on ne l'a pas fait, on ne reprend pas les cadeaux, mais en revanche, la Révolution française, le gouvernement du Directoire a dispersé ces tapis qui ont été échangés à des fournisseurs des armées révolutionnaires notamment et à des fournisseurs de l'État. Et ces tapis donc, ont été dispersés, beaucoup ont disparu sous la Révolution.
Et Napoléon Ier d'abord, puis Charles X en ont racheté un certain nombre qui ont reconstitué finalement le stock du garde-meuble, le stock du mobilier national qui est aujourd'hui d'une 40aine de tapis. Plus ou moins complets, on en a là un peu plus d'une 30aine de complets. Et voilà, ces tapis peuvent être aujourd'hui admirés. Ça fait finalement qu'un tiers d'à peu près des tapis de la Grande Galerie, mais c'est déjà énorme. Et seul le Grand Palais... le vœu de Colbert. On réalise un peu le vœu de Colbert de pouvoir les aligner pour la première fois les uns à côté des autres, exactement. C'est une exposition qui est historique par sa nature, ils n'ont jamais été présentés comme tels. Ils n'ont jamais été présentés comme tels, il n'y en a jamais eu autant qui ont été déroulés les uns à côté des autres. Il y en a eu certains déroulés quand même, notamment pour la signature du traité de Versailles, dans la Galerie des Glaces en 1919. Mais ça devait être une dizaine de tapis, peut-être 12, 13, mais certainement pas 31 comme actuellement dans la nef du Grand Palais. Pourquoi avoir choisi le Grand Palais ? Tout simplement, à part le fait que ce soit un lieu absolument magnifique, bien sûr. C'est un lieu absolument magnifique. C'est le plus grand espace à Paris dans lequel on pouvait dérouler ces tapis. Donc c'était vraiment la seule possibilité. Et puis on a eu Hervé Lemoine, le président des Manufactures Nationales, a demandé à Didier Fusile, le président de la RMN Grand Palais, de pouvoir prêter cette nef pour faire cette présentation exceptionnelle. Et la RMN Grand Palais a répondu positivement. Et on les en remercie beaucoup. Comment la scénographie a été travaillée ? Parce qu'ensuite, il faut raconter une histoire. Exactement. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette scénographie ? Alors, on a travaillé avec de brillants scénographes, d'abord, je tiens à le dire. Clément Hadot, Anthony Lelonge, qui ont travaillé avec nous, les commissaires de l'exposition, Wolf Burchard et Emmanuel Federspiel, pour essayer de donner à comprendre cette grande galerie, ce qui est très compliqué à faire comprendre au public, puisqu'elle était beaucoup plus longue que la nef du Grand Palais, il y avait beaucoup plus de tapis, mais l'idée était de faire comprendre quel était ce projet de Colbert, de Lebrun, et donc avec des panneaux, avec également une reconstitution numérique de la grande galerie, avec tous les tapis déroulés, une reconstitution numérique faite par Philippe Lepareux, dans laquelle on voit Colbert déambuler sur les tapis dans la grande galerie. Encore une fois, vous réalisez un rêve. Exactement. Comment est-ce qu'on le visite quand on est un visiteur ? Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent une exposition où on va présenter des tapis, comment est-ce que je vais la visiter ? Elle se visite très librement. On marche dessus ? On ne marche pas dessus, on marche sur un tapis central qui est en réalité... Vous avez vu, je pose des questions très pratico-pratiques. Non, bien sûr, on ne marche pas sur les tapis du XVIIe siècle, mais en revanche, on marche sur un tapis central qui est la reconstitution du premier tapis de la Grande Galerie, qui était lui-même le tapis central, qui est conservé au Palazzo Reale de Naples, que nous n'avons pas pu nous faire prêter pour des conditions évidentes de conservation, mais que nous avons fait reproduire sur moquette. Ainsi, le public peut déambuler dessus et se retrouver au centre de la Grande Galerie. Et puis le Grand Palais a donné également accès à tous les balcons, et donc le public peut monter et admirer la Grande Galerie de haut. C'est vrai qu'on a assez sublime quand on prend un peu de hauteur. Ça sera également l'occasion de présenter un trésor supplémentaire, l'une des plus belles tentures en tapisserie du règne du roi Soleil, tissée, elle, au Gobelin. Exactement, la manufacture des Gobelins qui était manufacture de tapisserie, tandis que celle de la Savonnerie était celle des tapis. Et c'est une commande qui est tout à fait contemporaine de la commande des tapis de la Grande Galerie. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire dialoguer ces deux commandes, même si elles n'étaient pas faites pour être présentées ensemble. Est-ce qu'on est dans un style similaire ou... Alors c'est très différent, parce que les tapisseries sont des tableaux tissés. Les tapis ne sont pas des tableaux, les tapis sont véritablement ornementaux, décoratifs. Mais ils ne représentent pas des scènes figuratives. Donc on est sur des propositions esthétiques différentes. Tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez du public ? De l'émotion, j'imagine ? On attend de l'émotion, on attend de l'émerveillement, on attend aussi des réflexions, on attend peut-être des signalements. On aimerait bien que certains nous signalent des fragments disparus, des tapis complets peut-être disparus. Vous êtes toujours en opération reconstitution. Exactement, nous préparons un ouvrage qui devrait paraître à la fin de l'année 2026 avec Wolf Burchard et Emmanuel Federspiel, et on essaie de reconstituer l'intégralité de cette grande galerie en retrouvant à travers le monde tous les tapis, tous les fragments de tapis. C'est une vraie chasse au trésor. C'est une enquête policière, c'est passionnant et on en trouve encore régulièrement. Donc on espère que grâce à cette présentation exceptionnelle, vous allez continuer. On va continuer. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce trésor retrouvé du Roi Soleil au cœur du Grand Palais. Antonin Massé de l'Épinay, je rappelle que vous étiez là pour nous le raconter et nous parler de ces trésors magnifiques. C'était un plaisir de vous avoir et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Merci.
Le Figaro Histoire nous raconte une page de l'histoire de Paris. Celle-ci était un 6 février 1934, le jour où la République a vacillé. On va en parler avec vous, Luc-Antoine Lenoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Très bien. On va parler de cette journée spéciale qu'on comprend mal, qu'on a souvent mal décryptée. On parle souvent de tentative de coup d'État. Est-ce que le terme est juste ? Alors non, pendant très longtemps, sur l'histoire et l'appréhension de cette fameuse journée, on a souvent dit que c'était une tentative de coup d'État. Ça n'a pas été un coup d'État. C'est peut-être même plus troublant que ça parce que c'est resté dans l'histoire comme un vrai traumatisme. Mais c'est avant tout une nuit de désordre, de colère, de malentendus, mais en aucune manière la République n'a sombré ou n'a même été attaquée pour ce qu'elle était, même si on a eu quand même un bilan de 19 morts et plusieurs milliers de blessés ce soir-là. Donc c'était une nuit noire, une nuit terrifiante. Il ne faut pas faire de parallèle trop hâtif avec... aujourd'hui, on a envie de comparer avec un Paris sous tension, avec des manifestations régulières, des cris de colère. Oui, c'est vrai qu'alors beaucoup de gens, ces dernières années, justement, ça a permis de réfléchir à ça aussi dans l'histoire, c'est qu'on a fait des parallèles avec aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y en a. Paris, à l'époque, est une capitale en tension. Oui. Elle est prise dans une crise économique mondiale qui dure depuis 1929, donc, depuis chômage, 5 ans. inflation, Exactement, pas de pouvoir d'achat. Exactement, il y a des problèmes de ce point de vue-là. Il y a une montée des périls internationaux, puisque les fascismes sont en train de monter, etc. On connaît beaucoup de périls internationaux aussi, une situation diplomatique très compliquée. À notre époque, voilà. Et puis, vous avez une forme de défiance un peu diffuse envers les élites, et un sentiment qu'ils sont corrompus, etc. C'est un sentiment qui est aussi alimenté par le fait qu'il y a une forte instabilité gouvernementale. On va s'arrêter là sur les parallèles, mais si vous voulez, eux, c'était à l'époque beaucoup plus marqué. Il y avait eu 30 gouvernements en 14 ans. Ah oui, on s'estime très bien loti aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, c'est tout ça qui a fait le climat électrique de cette soirée un petit peu particulière. En fait, on est dans quel contexte politique pour recentrer ? Alors, on est sous la Troisième République et le président de la République, qui n'est pas l'homme central du pouvoir, parce que la Constitution est différente de celle d'aujourd'hui, c'est Albert Lebrun, et à la tête du gouvernement, il y a un homme qui est affaibli avant même d'avoir gouverné, qui vient d'être nommé, c'est Édouard Daladier. Voilà. Il n'a pas beaucoup d'assises politiques, il gouverne plutôt en essayant de rallier les camps des radicaux, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui le centre, un peu à gauche, etc. Pourquoi est-ce qu'il a si peu d'assises politiques ? Parce que c'est un homme un petit peu nouveau, et à ce moment-là, la gauche, elle est en progression électorale, mais elle n'a pas les réseaux, les mêmes expériences. En tout cas, les gens de la gauche n'ont pas l'expérience ministérielle, etc., de beaucoup de précédents. Lui en a, hein, mais il ne vient pas du système qui est en place. Alors, il a un premier tort qui va exciter les manifestants et les gens en France, c'est qu'il révoque le préfet de police de l'époque, Jean Chiappe, qui était un homme, disons peut-être aussi politisé qu'aujourd'hui, parce que c'est revenu sous Macron, mais qui était un homme apprécié par la droite. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que selon la droite, c'était un rempart contre le désordre. Il y avait des manifestants de gauche, des manifestations de gauche, etc. Le débat s'envenimait à l'époque. Et donc, mais il symbolisait ce rempart contre le désordre. Voilà, exactement. C'était un homme d'ordre, etc., qui était très apprécié. Il est donc vidé, renvoyé par Daladier, et ça excite beaucoup les ligues, qui sont les associations créées autour des vétérans de la guerre 14-18, qui le prennent comme une provocation. Et puis, il y a un deuxième élément qui va déclencher un petit peu tout ça, c'est l'affaire Stavisky. Donc on voit qui est ce Stavisky. Depuis des semaines, en fait, l'opinion est chauffée à blanc dans les médias par cette affaire Stavisky qui mêle escroquerie financière et complicité politique. Et quelques semaines avant, on a débattu beaucoup de la mort un peu étrange de cet homme-là, qui était un escroc qui a en fait mis sur le marché financier des faux bons avec l'appui de certains députés. Et donc c'est pour ça que le Parlement, à ce moment-là, est entièrement discrédité. Le 6 février va avoir lieu sur la place de la Concorde, devant ce Parlement, au cri de « à bas les voleurs et tous pourris ». Qui est-ce qui va effectivement descendre dans la rue ce soir-là ? Alors en fait, c'est ça, là aussi, l'histoire maintenant a évolué, où on commence à comprendre mieux, c'est que c'est beaucoup plus bigarré que ce qu'on croit. Ce ne sont pas des troupes unies qui montent à l'assaut de la République, c'est une addition de colère. Alors vous avez là-dedans, dans ces premiers manifestants, des anciens combattants, des membres des ligues,
de l'Action française, donc des royalistes, des Croix de Feu, les Camelots du Roi, donc les jeunesses patriotes, mais aussi beaucoup de simples manifestants, de gens qui suivent l'actualité politique. Donc il n'y a pas que des militants politiques? Non, pas du tout. En fait, c'est ce qu'on croyait, et on croyait que c'était un mouvement surtout ordonné, alors qu'en fait, il y a beaucoup de militants qui ont vu que quelque chose se préparait, à l'initiative effectivement des ligues, mais qui se sont ajoutés comme ça, et donc ils ne veulent pas, dans cette manifestation, tous la même chose. Il y a certains qui veulent d'abord manifester leur mécontentement, dire qu'ils en ont marre de c'est pourri, etc., comme ils disent. Mais globalement, ils veulent la démission du gouvernement, non? Ils veulent beaucoup la démission du gouvernement, ils la cherchent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision de renvoyer Jean Chiappe, et seuls très peu d'entre eux veulent combattre le parlementarisme, et encore moins veulent renverser la République. On va revenir sur cette qualification de coup d'État. Pourquoi est-ce que effectivement, finalement, ça n'en fut pas un? Parce que justement, cette foule était beaucoup plus spontanée que préparée méthodiquement, etc., à manifester. D'accord. Et en plus, et ça c'est les travaux d'historiens récents, notamment un livre très important d'Olivier Dard dont on a parlé dans le Figaro Histoire, qui le disent, c'est que quand on reconstitue minutieusement les faits, il n'y a aucun plan d'action. Il n'y a aucun plan d'action qui parle d'une éventuelle liste de ministères ou de gens ou d'endroits, d'institutions de l'exécutif. Ceux qui sont mobilisés ne sont pas là pour briguer derrière des postes. Exactement. Il n'y a pas de plan de bataille. Il n'y a même pas, si vous voulez, quand on parle du 6 février 34, on est bien en peine de trouver des chefs. Le seul chef qu'on évoque souvent, c'était le colonel Delarocque qui lui-même avait dit à ses manifestants non. N'y allez pas, ne traversez pas la Seine et n'allez pas devant le Palais Bourbon. Donc en fait, il n'y a pas de chaîne de commandement, il n'y a pas de volonté de prendre une radio ou des médias, il n'y a pas d'armes à feu. Mais donc, pourtant, il y a quand même une violence importante. Alors par contre, effectivement, ce ras-le-bol-là, et c'est sans doute ça qui a été pris comme... c'est pour ça certains ont pu parler de coup d'État, etc. C'est le niveau de violence. Et très élevé. Très élevé. La foule a tenté donc de forcer les ponts qui mènent au Palais Bourbon. La police a dû tirer. La nuit s'achève dans le sang. On l'a dit, donc 19 morts. Alors aussi des cruautés un peu inutiles, comme des manifestants qui coupaient les jarrets des chevaux des policiers, des choses comme ça. Donc, de part et d'autre, vraiment terribles. Notamment aussi parce que la préfecture de Paris était un peu désorganisée. Voilà. Donc il n'y a pas eu de coup d'État. Néanmoins, il y a des vraies conséquences politiques derrière. Voilà, exactement. Il y a une vraie, pas victoire, mais en tout cas, Daladier démissionne le lendemain. Le président Albert Lebain préfère en se finir et essayer d'arrondir les angles. Il nomme Gaston Doumergue, qui est quelqu'un d'expérience, beaucoup plus modéré, etc. En tout cas, qui peut séduire sur la droite comme président du Conseil des ministres. Mais la rue, effectivement, a fait tomber le gouvernement. C'est juste de parler de menaces fascistes. Alors, et c'est la deuxième réponse qu'il y aura, c'est que la gauche aussi est un petit peu effrayée par cette démonstration de force. Elle le compare à la marche sur Rome qui avait eu lieu de nombreuses années plus tôt, qui avait porté Mussolini au pouvoir. Et la gauche, évoque ce fascisme français qui serait en train de se développer. Maintenant, on sait que ça n'a pas été le cas, mais à l'époque, ça a été pris comme ça. Est-ce que la droite va réussir avec une autre tactique à finalement prendre le pouvoir ? Justement, c'est encore une fois cette espèce d'héritage du 6 février 34 qui est un petit peu compliqué. C'est qu'effectivement, on peut dire quand même que si un camp a manifesté ce soir-là, c'est celui de la droite. Ce coup de force s'est assimilé à raison avec la droite, mais il résulte aussi c'est aussi une crise sociale qui les a fait descendre dans la rue. Donc, et comme on l'a vu, il n'y avait pas d'agenda commun. Donc, il n'y a pas un camp aussi défini que ça. Néanmoins, la droite, politique, ne va pas réussir du tout à capitaliser sur cette démonstration. Elle va être un petit peu... au contraire, ça va se retourner contre elle, puisque la gauche effrayée va décider de dialoguer. Les différentes factions de la gauche vont décider de dialoguer. Et encore une fois, les historiens maintenant disent que si quelque chose est né de ce 6 février 34, c'est l'antifascisme plutôt que le fascisme. C'est-à-dire que la gauche va se dire, ils ont l'air d'être puissants en face, il faut qu'on fasse front. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont se constituer dans des candidatures spontanées, des candidatures communes, etc. Et 2 ans après, le Front populaire sera élu. 1936. C'est quand même un mouvement qui est très parisien, non, ce que vous nous décrivez. Est-ce que je me demande ce que pensaient les Français? Écoutez, on a très peu de... Effectivement, les Français, ça se faisait plus comme ça, le dialogue social, mais disons que les ligues, en tout cas les mouvements de droite, avaient quand même une assise qui était profondément liée à la guerre de 14-18 et qui était du coup nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit laboratoire d'idées et d'actions qui se passe à Paris, et singulièrement sur la place de la Concorde ce soir-là, mais... les journaux vendaient énormément aussi en province, dans les grandes villes, etc. On commençait vraiment à lire un petit peu partout. Donc je pense que
que ça a été quand même le résultat d'une espèce de mouvement un petit peu national. Et donc il n'y a pas de ricochet en province, il n'y a pas d'émeutes en cascade? Si, il y a eu des manifestations et des choses comme ça, mais rien n'a eu la violence de ce qui s'est passé ce soir-là. En tout cas, il y a eu une sorte de ras-le-bol généralisé qui s'est à ce moment-là exprimé. Et comment vous expliquez qu'on se soit autant trompé sur la manière de qualifier ce moment qu'on a injustement qualifié de coup d'État? Le coup d'État, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, vous avez le fait que l'historiographie dans l'immédiat après-guerre s'est beaucoup concentrée à analyser ce qui a permis à Hitler, Mussolini, les fascismes européens de prendre le pouvoir. Et donc, vous avez des historiens qui ont parlé d'un fascisme français, etc. Et qui ont agrégé finalement ce moment à la grande histoire. Ouais, et ce mouvement-là aux autres mouvements européens. Or, il y avait une spécificité française et il n'y a pas eu du tout les velléités comme ça. Mais donc voilà, c'est un petit peu parti comme ça. Et dans le bain de cet entre-deux-guerres et de cette montée du fascisme, on a dit que le 6 février 1934 était notre moment fasciste. C'était une manière de simplifier. Sans doute. Merci beaucoup Luc-Antoine Lenord de nous avoir présenté une page de l'histoire de Paris avec ce 6 février 1934, le jour où la République a vacillé. On vous lit évidemment dans le Figaro Histoire. Et moi je vous dis à demain, bienvenue en Ile-de-France et je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV.